Le Niger et le Bénin s'enfoncent dans la crise. Nouvel épisode du conflit diplomatico-politique, le blocus de l'exportation du pétrole nigérien décrété par le président béninois, Patrice Talon, qui se dit exaspéré par la fermeture des frontières maintenue par les autorités nigériennes. Du côté de Niamey, on ne compte pas laisser même l'espace d'un trou de souris. Tiani et les siens disent craindre des manœuvres de déstabilisation à partir de bases françaises disséminées au nord du Bénin. Quelles sont les conséquences de cette crise pour les deux pays et même au-delà, la sous-région? Quelles sont les pistes de sortie de crise envisageables? Nous vous invitons au débat maintenant, le débat que vont introduire nos consultants du jour bien installés au plateau. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Luc, encore au rendez-vous, merci beaucoup de votre disponibilité. Vous êtes journaliste, écrivain, analyste politique. Avec vous, oui, l'inamovible Sogoyou Kegewe. Oui, bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs et bon dimanche. Journaliste aussi, analyste politique et ancien ambassadeur du Togo. Le sujet du jour, donc Talon qui bloque l'exportation du pétrole nigérien. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez contribuer à enrichir ce débat via WhatsApp. Vous connaissez le contact, plus 228 96 08 43 43. Envoyez-nous vos contributions. Est-ce l'escalade entre les deux pays? Comment résoudre cette crise? J'aurai du plaisir à relayer vos messages dans la seconde partie de New World Forum. Si vous nous écoutez en ce dimanche 12h, si c'est en différé que vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de nous soutenir avec votre pouce. Likez cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos programmes et surtout partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change devant nous, la voix de l'Afrique qui bouge. Luc Abaki, pourquoi Patrice Talon décide-t-il de bloquer l'exploitation du pétrole nigérien qui passe par le nouveau pipeline construit avec l'aide financière et technique de la Chine? Talon lui-même a été le premier à nous assembler, nous expliquer les raisons pour lesquelles il décide de bloquer justement ce pipeline, en tout cas l'exportation du pétrole nigérien. Mais c'est quand même une curiosité parce que moi je suis plutôt scandalisé de constater que jusqu'à cette heure, nos dirigeants ne se rendent pas compte qu'en fait ils travaillent pour leur peuple. Et que toutes les opportunités qui permettent d'engranger les moyens permettant justement de subvenir aux besoins de la population sont toujours les bienvenus. Donc, Patrice Talon, dans un souci de représailles, décide de faire chanter le Niger, justement parce que le Niger a maintenu ses frontières fermées, sans pour autant recourir à l'histoire elle-même. Comment d'où venons-nous en ce qui concerne ces genres de fermeture? C'est Patrice Talon qui était au devant d'un mouvement belliqueux et frondeur consistant au sein de la CEDEAO à déclarer la guerre au Niger et à dire clairement que si les putschistes, en tout cas du Niger, ne se rendent pas ou ne renoncent pas à la prise du pouvoir, ils vont aller par la force. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à mobiliser des troupes dans chaque pays pour aller attaquer vertement le Niger, justement parce que les Nigériens ont décidé de renverser un président, mais qui ne tenait pas, qui s'érigeait véritablement en traître. Vous voyez? Ok. À un moment donné, Patrice Talon s'est rendu compte qu'en fermant sa frontière, et surtout son port notamment, mais la conséquence directe était sur son économie, plutôt que sur l'économie nigérienne, dont les autorités ont trouvé des solutions alternatives pour pouvoir contourner justement le Bénin. En tout état de cause, finalement, Patrice Talon se rend compte que il risque de ne pas tenir dans la durée s'il maintenait justement cette décision consistant à empêcher le Niger d'accéder à son port et donc de passer par ces frontières-là. Il fait donc un rétropédalage et il commence à faire des déclarations à la porte-pièce, donnant l'impression qu'il était devenu tellement empathique, amoureux et attaché à la vie des Nigériens. Et donc, au bout du compte, la CEDEAO de guerre lasse décide de la levée des sanctions. Mais c'est normal que le Niger, se rendant compte de l'inimitié développée par Patrice Talon
il ne s'est pas montré en frère, il s'est montré véritablement en guerrier contre donc les autorités actuelles. Et donc les Nigériens ont décidé de maintenir justement cette frontière-là, parce que la conséquence quand même de cette fermeture était dramatique. Les produits qui ont dû pourrir dans des conteneurs, des produits alimentaires, les produits médicaux, et tout cela, justement parce qu'on veut punir des dirigeants qui sont venus par un coup d'État. Vous voyez? Donc, dans un tel contexte, quand même, il y a de quoi regretter le fait que même avec les intérêts que le Cameroun, le Bénin est censé engranger dans cette opération d'exportation du pétrole, il décide par un sentiment d'ego tellement amplifié de faire bloquer cela. Mais là, il risque d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce contrat, en tout cas, il y a un contrat qui est clair entre les deux. Et surtout, en fait, à partir du moment où le Niger vend son pétrole, mais dès que le pétrole sort de la porte, il a déjà vendu. En fait, le vrai problème va être entre la Chine et en tout cas la société chinoise et le Bénin, parce qu'ils ont conclu un accord qui permet justement de faire passer ce pétrole-là par le port. On va revenir sur les conséquences juridiques de ce blocus. Excellence Sogoyou Kegewe, tu n'ouvres pas les frontières, je ferme le pipeline, c'est ce que Talon dit. C'est triste, c'est à pleurer. Tu te rends compte que les chefs d'État africains, c'est pire que les enfants dans la cour de récréation, dans nos petites écoles, le jardin d'enfants. On en est exactement à ce niveau. Avant même de dire ce que j'en pense, laissez-moi exprimer ma surprise du silence de la CEDEAO, la succursale de Paris à Abuja, du silence des choses de l'Union africaine, l'autre succursale de Paris à Addis Abeba. Tu ne trouves pas quand même que Macron est rentré dans cette danse diabolique de fermeture des frontières sur instruction de la CEDEAO? C'est la suite logique qui est en train de se passer devant nous. Mais personne ne dit rien. Pourquoi? Mais écoutez, je crois qu'on doit dépasser les histoires de cacahuètes, d'anacardes, de sel, de piment, de maïs entre deux pays. Non, ça va au-delà. Le pétrole nigérien, c'est quoi? C'est actuellement 110 000 barils par jour, dont 20 000 sont distillés sur place, raffinés sur place, et les 90 000 doivent être exportés. Les contrats ont été signés, Dieu seul sait depuis combien de temps. Tout est ficelé, tout est huilé, et le pétrole devait couler normalement, sans oublier que pour chaque baril qui transite par le Bénin en tant que pays de transit et d'embarquement touche $0,5. 90 000 barils par jour, ça fait $45 000 par jour pour le Bénin. Mais ce n'est pas un problème, puisque ceux qui ont commissionné Talon de foutre le bordel, ils vont certainement lui rembourser ça. Et certainement sur un compte privé. Les Béninois n'en profiteront pas. Donc chacun calcule ses petits intérêts. Avant même, écoutez, moi j'écoute ce que les gens disent. J'ai écouté des gens qui défendent la position de Talon. C'est normal, hein? Chacun a ses partisans. J'ai entendu un qui disait, ah oui, puisque le Niger ne veut pas que les oignons rentrent, ben, son pétrole aussi ne va pas rentrer. Tu t'imagines comment on a tombé tellement bas. Je parlais de la cour de récréation. Mais même les élèves de CP0 ne peuvent pas dire que comme les oignons ne rentrent pas, que le pétrole, parce qu'on ne peut pas comparer les deux produits. L'entrée des oignons nigériens au Bénin n'a jamais fait l'objet d'un contrat bien signé, ficelé et irréversible. Oui, vous parlez du contrat. Je voudrais rappeler un article de ce contrat. C'est l'article 3 qui dit ceci: le Bénin s'engage à prendre toute mesure de nature à faciliter le transit et à s'abstenir de prendre unilatéralement et dans tous les cas, sans l'accord préalable de la République du Niger, toute mesure de nature à restreindre ou à entraver le transit sur son territoire des hydrocarbures en provenance de la République du Niger à travers le système de transport. C'est ce que dit clairement l'accord. Oui, je vais en arriver là. Mais attends. Alors, quelqu'un dit, les oignons ne passent pas, le pétrole ne doit pas passer. L'autre renchérit, ah non, le Niger dit que le Bénin a des bases françaises et le Niger qui a des soldats russes. Mais c'est là que j'ai dit non, c'est du délire. Ça dit que
côté Bénin, on pratique exactement ce que leurs maîtres de l'OTAN font. C'est-à-dire qu'ils commencent une histoire toujours au milieu. On oublie de rappeler le début. Alors, les soldats russes, quand ils sont arrivés au Niger, ça a été proclamé. On a dit combien de soldats. Le jour même où ils ont atterri, on a dit combien de soldats russes sont venus. On a dit pourquoi ils sont venus. Et ils ne sont pas allés mettre leur base à la frontière avec le Niger ou avec tout autre pays voisin. Maintenant, revenons au cœur du problème. C'est le président du Bénin, avec tout le respect qu'on lui doit, qui se poumonnait. Ils vont attaquer, ils vont utiliser la force parce qu'ils ont essayé tout les choses de négociation. On ne les a jamais vus négocier avec les Tchiani. Donc, négociation finie, on va attaquer, on va y aller. Alors, entre-temps, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas pour attaquer une bande de femmes, mais il allait pour attaquer des hommes. Alors, il s'est calmé, mais pendant qu'il se calmait, des navires de guerre français déchargeaient des munitions, de tout au port de Cotonou, au vu et au sud de tout le monde. Et c'est ces gens, cette armada, qu'on va cacher dans un cas à Kandi, et quand on dit non, il n'y a pas de soldats français chez nous. Mais si les Français n'avaient pas l'intention de faire du mal au Niger, pourquoi ils nient leur présence? Les Russes n'ont pas nié leur présence au Niger. Mais ici, tout est fait pour nier que les Français sont là. Et pourtant, ils sont là. Il y a des reportages qui montrent qu'ils sont là. Donc, maintenant, pour te répondre à tes questions, il y a eu des contrats. Mais il y avait bien des contrats sur le gazoduc russe sous la mer Baltique, mais il a été flingué. Moi, je craignais même qu'un jour, avec la présence des Français à Kandi, qu'on a explosé le pipeline. Mais ils ont adopté une méthode, disons, plus civilisée entre griffes. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la géostratégie. C'est la guerre qui continue sous d'autres formes. Comme les Africains sont une bande de crétins, et les Français trouvent toujours un qui est plus crétin que l'autre. Mais pendant que Macron baladait Xi Jinping, le président chinois, dans les Pyrénées, en balade pédestre pour discuter géostratégie mondiale, les mêmes ont donné l'ordre à Cotonou de tordre le bras à la Chine en fermant le pipeline. Pourquoi? Parce que ce pipeline, à lui seul, était en train de sauver l'AES de la misère. Je vous ai dit ici que dans 10 ans, les pays de l'AES seront comme Dubaï et que les Français viendront demander du travail dans l'AES. Et effectivement, c'est en train d'arriver parce que tu t'imagines, depuis au moins 2 ans, la Banque de France a cessé de braquer les dollars, les euros, les yens, les renminbi appartenant aux 3 pays de l'AES. Donc, ils sont eux-mêmes, quand ils vendent leur or, leur coton, ils sont propriétaires de leurs devises. Mais ça donne des insomnies parce que l'Arabie Saoudite a le pétrole. Regardez où l'Arabie Saoudite est. Mais ça dit que les Français ne peuvent pas accepter que des nègres puissent avoir la richesse que l'Arabie Saoudite a. C'est pas possible. Donc non, laisse-moi finir. Oui. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc c'est pourquoi Talon dit à lui-même, ça lui fait de la peine. Je le comprends. C'est une façon de nous dire, écoutez, l'ordre vient de quelque part. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous avais dit ici, la dernière fois quand on parlait du départ de l'armée américaine du Niger, je vous avais dit, mais les Américains, tu n'as même pas besoin de leur faire du mal pour qu'ils te fassent du mal. La réponse n'a pas tardé. Le gazoduc, le duc a été fermé. Talon pleurniche, mais c'est pour nous dire, écoutez, mes frères, au fait, c'est pas ma faute. Si c'est pas ta faute, il est temps que tu choisisses ton camp. Mais Louis Kabaki, analysons encore cette décision. Est-ce qu'elle est logique au fond? C'est parce qu'on a fermé les frontières, on refuse que le pétrole passe pour engranger quelques dividendes. Quelle est la base juridique de ce blocus? Quand je vous ai lu tout à l'heure un passage, un article du contrat commercial qui est quand même très clair sur la question. Oui, mais c'est la manifestation complète de l'incohérence dont nous avons toujours parlé ici en ce qui concerne la manière dont nos dirigeants fonctionnent, voyez-vous? Et puis cela engage en même temps la question de la parole donnée. Or, en réalité... C'est plus que la parole donnée, mais bien ça, c'est la signature à poser. Voilà, c'est un engagement ferme entre deux États et une société commerciale étatique et chinoise dans son but, justement, d'exploiter une ressource qui va profiter non pas seulement au Niger, mais également au Bénin lui-même.
et donc à d'autres pays. Quand un président prend une décision aussi ridicule, aussi curieuse, juste par simple ego ou par souci de se montrer, est-ce pour punir le Niger? Absolument, non, en fait, la question, c'est de la punition. Et c'est en cela que je souscris à l'analyse de l'ambassadeur, indiquant clairement qu'en fait, qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles à partir de Cotonou. Parce que, aujourd'hui, les simagrées que Patrice Talon est en train de nous présenter donnent le sentiment que non, en réalité, il n'en est pour rien, que la faute reviendrait au Niger parce que, justement, il a refusé d'ouvrir ses frontières. Et que de ce fait-là, il se dit, ben si, aucun produit béninois ne peut rentrer. Et le Niger refuse d'exploiter le port du Bénin, etc. Cela veut dire que le Bénin, le Niger, par souci de cohérence aussi, devrait refuser de faire couler son pétrole par le port de Cotonou. Or, en réalité, c'est un contrat à 3 qui engage justement une autre puissance de l'Asie. Et dans un tel contexte, je dis clairement que Patrice Talon est en train de se faire harakiri. Puisque justement aujourd'hui, avec la fermeture de cette frontière nigérienne, on voit une forme d'implosion sociale au niveau du Bénin. Vous avez vu les marches qui ont eu lieu récemment et tout ce qui a été dénoncé. Des milliers de personnes étaient dans les rues. On voit avec le slogan on a faim. Absolument. On voit clairement que Patrice Talon est en train de déglingoler en ce qui concerne en tout cas le volet économique du Bénin. Et dans un tel cas, puisque c'est le Niger qui en réalité exporte ou bien utilise à un taux très élevé le port de Cotonou. Et donc en prenant cette décision de départ sur un coup de tête, d'empêcher le Niger il pensait simplement qu'il va punir justement les dirigeants nigériens et donc faire en sorte à les amener à repousser chemin, ce qui sera impossible. Et moi je pense qu'à un moment donné, Patrice Talon, qu'il le veuille ou non, sera obligé en tout cas de revenir à la raison. Heureusement que le Niger a été très clair dans sa réaction, indiquant que le Bénin abrite des bases militaires françaises dans lesquelles on forme les terroristes dans le but justement de déstabiliser le Niger. C'est d'ailleurs pour ça, la raison sécuritaire étant la raison principale, et qui a expliqué d'ailleurs que le Niger a fait partir les forces françaises de son territoire, les forces américaines de son territoire. Mais comprenez simplement, mais pourquoi ces puissances-là, lorsqu'on les fait déguerpir d'un pays, cherchent toujours à aller rester dans le pays d'à côté? Seulement, est-ce qu'ils n'ont pas de dignité? Pourquoi ils vont devenir des sans domicile fixe si leur objectif n'est pas justement de déstabiliser à tout prix des pays qui ont tendance à les résister, alors que justement c'est là-bas qu'ils tirent toutes les matières premières, les ressources dont leur économie et leur industrie ont besoin. Donc vraiment c'est un problème sérieux et je crois qu'il est temps pour nos dirigeants de se montrer véritablement responsables, plus que jamais, et qu'ils soient conscients qu'ils travaillent pour leur peuple, qui sont là-bas pour leur peuple et qui a aucun intérêt que sur un coup de tête, par souci de plaire à des puissances occidentales, et finissent par affamer leur propre peuple pour lesquels ils sont là. Oui, mais faisons comme Fontenelle, assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Oui. Le Niger estime qu'il y a des bases françaises au Bénin. Ils ont même donné même un chiffre, le Premier ministre Lamine Zeine, 5 au total. Alors, le Bénin, par son président Patrice Talon, refute cette accusation. Il dit que c'est totalement ridicule. Qui croit dans cette affaire, Excellence Sogoyou Kegewe? Qui croit? Ce que le Bénin ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, avec les satellites, on peut compter même le nombre de soldats dans un camp militaire. Et le Niger, dirigé par des militaires, est assez sérieux pour ne pas dire des mensonges. Maintenant, le marché que le Bénin fait au Niger, ou bien tu ouvres tes frontières pour que mes Français et mes terroristes t'envahissent, ou bien nous on coupe le pipeline. Si tu étais Tiani, soucieux de la sécurité de ton pays et de ton peuple, ça ne se discute pas. Coupe le pipeline comme tu veux, tu peux l'exploser comme tes amis l'ont explosé dans les eaux de la Baltique. Fais-le si tu veux, si c'est ça qui t'intéresse. Mais la sécurité du Niger et des Nigériens n'est pas négociable. Vous avez mis tout un chapelet de camps militaires français. Tout le monde a vu leur équipement débarquer à Cotonou. On a vu, c'est pas une vision, ne me demande pas si les Nigériens qui a raison. Quand on débarquait les armes à Cotonou, tout le monde a vu, c'était des frégates de guerre françaises.
Les armes ont traversé combien? 600 km pour aller jusqu'à Kandi. On les a vus. J'espère quand même que le Niger a des agents de renseignement dans tous ces pays et il sait exactement combien de camions sont passés, combien de canons. On ne te parle pas des munitions, des obus qui sont dans des conteneurs qui défilaient sans arrêt. Oui, mais c'est ainsi qu'on a parlé aussi de soldats français qui seraient allés au nord du Togo, ce qui s'est révélé totalement faux. Faites très attention. Le Togo peut, s'il veut, dans une situation de terrorisme aussi, consulter des soldats d'un autre pays. Ça peut être des Français, ça peut être des Américains, ça peut être des Russes, des Coréens, tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'ils ont construit une base? Tu as vu une base d'une armée quelconque à Dapan, à Pendjal? Non! S'ils sont venus, ils n'étaient même pas là. Mais il y a des gens attrapés par la diarrhée du délire qui les voyaient partout. Mais le Togo ne fait rien en cachette. Si les soldats viennent au Togo, ils circulent pendant le jour, tout le monde le voit. Et on a dit même qu'ils circulaient dans des bus scolaires. Tu t'imagines. Donc, mais pourquoi ne pas trouver, je ne sais pas, une commission d'enquête pour aller vérifier effectivement. On ne va pas vérifier ce qui est visible. Attends, Gilles. On va vérifier quoi? Est-ce que Talon n'a pas dit qu'il veut attaquer le Niger? Est-ce que depuis qu'il fait rétropédalage, il n'a jamais dit officiellement, écoutez, mon intention d'attaquer le Niger, je l'ai annulé. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, bon, il a dit quoi? On met attaquer? Oui, on met la terre. On met balle à terre. On met balle à terre, veut dire quoi? Ça veut dire que on met balle à terre, je profite de ton inattention et j'envoie la balle. C'est pour ça que ce n'est pas Talon qui voulait attaquer, c'est la CEDEAO qui avait annoncé son intention. Attendez, ne faisons pas comme si la CEDEAO c'était un individu. Les menaces d'attaque contre le Niger, CEDEAO d'accord, mais il y a des agités qui étaient plus agités que l'autre avait déjà des militaires recrutés, payés. 1100. Oui, mais avec un budget déjà arrêté. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Parce que quand vous dites ça, vous transformez, c'est vous qui tordez le cou à la réalité. On parle des faits, je n'invente rien. Alors, Talon a proclamé, bombant le torse, il reste que l'alternative militaire. Mais on l'attendait. Les Nigériens l'attendaient. D'autant plus qu'aucun soldat béninois n'aurait suivi Talon en guerre. Oui. C'est comme l'autre qui s'agite aujourd'hui à l'Élysée. On va aller attaquer l'Ukraine. Mais vas-y, on t'attend. Il y a longtemps qu'on t'attend là-bas. Écoutez, ça dit que le Talon devient finalement un plaisantin en niant ces faits-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, etc., il est impossible de cacher des faits comme ça. Il y a des reportages qui ont été très clairs. Il y a un journaliste français, je crois que c'est celui qu'on avait interdit de présence ici, qui a fait une enquête sur le terrain avec une caméra cachée, qui est rentré jusque dans une base militaire en France, à Kandi, au Bénin. Et puis, en fait, lorsqu'il y a des soldats dans un camp, mais ils sont dans la peau blanche, ils sortent quand même. Et les gens habitent la localité là. Il y a des témoignages qui sont recueillis. Et donc, c'est ridicule de vouloir nier une évidence comme celle-ci. Voyez-vous? Donc, il est clair que je pense que Patrice Talon ne sait plus très bien sur quel pied danser véritablement. On regarde justement de cette situation qu'il est en train de vivre. Parce que là, il est traqué sur le plan économique aujourd'hui, parce que là, avec le plan, la perspective d'implosion sociale et la dégradation de son économie, il est noyé par des soucis. Mais sur le plan politique et même géopolitique aussi, il a des problèmes, puisque il a semblé faire croire qu'il pouvait rentrer aussi dans une philosophie d'indépendantiste, c'est-à-dire de quelqu'un d'autonome, puisqu'au départ, quand vous voyez un peu son allure, lorsqu'il est venu au pouvoir, il donnait le sentiment d'être vraiment quelqu'un d'assez libéral, qui se détache même de la France et de la CEDEAO, etc. Il ne participait pas au sommet. Mais nous, on se disait, mais c'est un bon monsieur. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'affaires qui vient transposer les principes de gestion des entreprises. Et donc, on s'est dit, il va faire émerger le Bénin. On était vraiment dans cet espoir quand on a senti, à un moment donné, qu'il a pris goût au pouvoir. Puisque dans un premier temps, il donnait le sentiment, il a dit clairement qu'il ferait un mandat unique. Dès l'instant où l'idée,
lui est venu de faire un deuxième mandat, il devait composer. Certains même lui prêtent l'intention d'un troisième mandat. Oui, et ce n'est pas faux. Moi, je pense que dans sa façon d'agir aujourd'hui, il se cherche des alliés au plan international pour se justifier une forme de règne sur le peuple. Mais il a déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne va pas en troisième mandat. Mais il n'avait pas dit qu'il ferait un mandat unique. Il avait dit. Il a dit. Et puis, vous avez vu la suite. Et donc, tout cela, en fait, c'est de la manipulation pure. Et ce qui est dramatique et désolant, c'est le peuple qui en pâtit. En tout état de cause, les ressources que devait générer la transaction de ce pétrole devrait logiquement revenir à l'économie béninoise. Oui, en attendant peut-être l'ouverture des frontières plus tard. Eh bien, ça dit que franchement, lui, qu'il veuille ou non, le Niger, je pense, reste cohérent dans ses choix, et il me semble qu'il appartiendra à Patrice Talon de rebousser chemin. Oui. Non, parce qu'il y a longtemps que les soldats français patientent sur la base, alors que Talon leur a promis entrée gratuite au Niger. Il leur a promis l'entrée. Attendez, juste à côté, moi j'ouvre les frontières, comme ils sont des idiots, ils vont ouvrir, vous allez les attaquer en 2 temps, 3 mouvements, vous les avez dégommés, ce qui n'est même pas possible. Alors, parce qu'il faut s'interroger aussi, parce que le Niger a ouvert sa frontière avec le Nigeria. Bon, est-ce que... Oui, parce qu'au Nigeria, il y a des gens qui réfléchissent, qui ne montent pas sur le grand, on va attaquer, on va faire la guerre. Mais et ceux qui disent ça dans la sous-région, c'est eux qui ont les armées les plus minables. C'est eux qui menacent de guerre. Alors, on les attendait. Maintenant, c'est parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne peuvent rien, qu'ils ont fait venir les Français qu'ils ont logés au nord du Bénin, à la frontière du Niger. Le Niger n'a jamais menacé le Bénin de quoi que ce soit. Le Bénin a toujours menacé le Niger et il ne s'est pas contenté des menaces verbales, mais il a amené une armée pour encercler le Niger. Ça, c'est des faits. On ne peut pas me dire que c'est faux. C'est des faits, donc... Oui, mais bon, pas peut-être totalement vrai, parce que personne ne sait les intentions des supposés militaires français qui sont arrivés... Si leur intention était saine et claire, ils n'auraient pas besoin de se cacher. Le Bénin a le droit de mettre des bases militaires françaises où il veut. Ben, bien sûr. Pourquoi il le cache? Il a le droit. Talon a le droit de dire, moi je vais mettre des bases à Malanville, à Bembereke, à Natitengou. Mais c'est son droit, c'est son pays, non? Pourquoi il le cache? Pourquoi on cache l'armée française au nord du Bénin? C'est le signe flagrant on nous écoute beaucoup au Bénin. Moi, je demande aux populations de Kandi, puisque on parle surtout de cette zone-là. Si vous voyez des soldats français dans la zone, s'il y a une base dans cette zone-là, c'est l'occasion de nous le dire. Hein. Je vous rappelle le contact plus 228 96 08 43 43. Si moi je suis Talon, personne n'appellera aujourd'hui ici pour te dire que... Non, ils vont écrire, il n'y a pas de souci. Personne n'écrira. Moi, si j'étais à la place, personne n'écrira. Tu comprends, non? Donc, écoutez, dépassonnons le débat. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui entre le Niger et le Bénin de dire tel a tort ou tel a raison, mais nous évaluons la souffrance, les souffrances des populations de ces pays juste à cause des humeurs des gens qui reçoivent les ordres de quelque part. J'ai lu une anecdote ce matin où pendant que les Russes et les Ukrainiens négociaient, la délégation ukrainienne a dit aux Russes, mais vous avez chance, parce que vous avez un seul chef à qui vous rendrez compte. Mais nous, on a 3 chefs. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre compte à Zelensky, à Kiev, ils doivent rendre compte à Biden, à Washington, et aux Anglais à Londres. Et Macron alors? Macron, lui, il pèse quoi dans cette affaire? Laisse tomber les gens. On parle des pays sérieux qui ont les moyens de leur bavardage. On ne parle pas des gens qui bavardent. D'ailleurs, Zelensky vient de dire qu'il préférerait voir les armes arriver plutôt que les annonces de ces armes. Qui annonce les armes tous les jours en Ukraine? C'est Macron. Mais on ne les voit pas. Les Ukrainiens attendent, on parle, ils entendent le bruit des armes, ils ne voient jamais les armes. Donc, oublie l'histoire de Macron. Donc, aujourd'hui, dans notre situation ici, mais le Bénin, Talon, mais c'est pas lui. L'accuser lui seul, ça ne sert à rien. Ils veulent toujours en finir avec le Niger parce que le sol nigérien est trop riche et les gens ne veulent pas, la France ne veut pas que ça lui échappe. La France a réussi à convaincre ses comparses de l'OTAN que ne laissez pas le magot nous échapper, et tous ils sont rentrés dans la danse. Donc, mais le sol nigérien appartient aux Nigériens et rien
ne permettra que ça retourne encore dans la poche des gens. Le pays, je disais tantôt que Talon est victime, comme les Ukrainiens, du fait qu'il a beaucoup de chefs à l'extérieur qui lui disent fais ci, fais ça. Mais le territoire du Bénin était le mieux indiqué pour ce pipeline. Mais il n'était pas le seul. Ben voilà, le pipeline peut passer au Nigeria. Il peut passer au Togo. Il peut continuer au Mali pour aller au port de Conakry. Le Niger a le choix. Le Bénin n'a pas le choix. Le Niger a le choix. Le Bénin n'a pas le choix. Donc, s'il exécute l'ordre de Paris et de Washington, on suppose que Paris et Washington lui donneront assez d'argent pour combler le manque à gagner. De la même manière, on refait le pipeline, non, ça va prendre beaucoup d'années, beaucoup d'énergie. Non, avec les Chinois, ça ne prend pas beaucoup d'années. Tu sais, les Chinois peuvent te construire toute une ville en une semaine. Bien sûr. Les gens là peuvent te faire un pipeline, la même chose qu'ils ont fait là. Ils peuvent le faire en 10 mois, 12 mois, 13 mois, je te le dis. Non, ça dépend du tracé. Je ne sais pas si c'est le Togo, si c'est le Ghana, si c'est la Guinée ou si c'est le Nigeria. Le pipeline peut passer au Nigeria. Les Nigérians n'oseraient pas parce que on l'a toujours dit ici, les populations du nord du Nigeria sont des Nigériens. Donc au Nigeria, personne ne s'amuserait avec ces nègreries. Personne. Mais le dommage dans tout ça, c'est que nos dirigeants n'arrivent pas à tirer les leçons de leurs faux pas. Voyez, dans un premier temps, la CEDEAO avait pris une position plutôt frondeuse, belliqueuse, pour dire non, nous on va attaquer le Niger parce que. Au bout du compte, sans que le Niger n'ait bougé, la CEDEAO a été obligée de guerre lasse de revenir à sa décision. Avec le culpa de Patrice Talon le même. Mais justement. Et ce Patrice Talon même, qui a été au front et qui avait fait des déclarations à l'emporte-pièce, ne comprend pas que ce n'est pas la peine. Lorsque vous avez en face des dirigeants intègres, visionnaires, qui sont vraiment engagés pour la cause de leur pays, ils ne reculent devant aucun chantage. Et donc, ça veut dire que s'il avait tiré cette leçon, il n'aurait pas ouvert ce front-là aujourd'hui. Comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant, vous allez constater que mais si la Chine constate que véritablement le Bénin joue au récalcitrant, mais ils vont choisir un plan B tout de suite. Et même si cela ne se fait pas dans l'immédiat, même si après Patrice Talon fait ouvrir ce pipeline-là et qu'on commence l'exportation du pétrole, la solution alternative étant déjà envisagée, on va l'appliquer à un moment donné. Et donc, lorsque les Chinois et les Nigériens seront prêts, mais ils vont tourner le dos précisément au Bénin. Et dans ce cas, qui perd? C'est sûr, hein, Patrice Talon, c'est un milliardaire, il a l'argent pour lui. Mais pour son pays, justement, puisque c'est au nom de ce peuple qui dirige ce pays-là. Alors, lorsqu'il y aura justement une solution alternative envisagée, parce que justement, on a vu que ce n'est pas un monsieur de cohérent, ce n'est pas un monsieur qui respecte sa parole, ses engagements écrits, qui engage l'État dans son entièreté, et par caprice, tout simplement, vous bloquez parce que les autres auraient justement refusé d'ouvrir leurs frontières sans questionner les causes pour lesquelles ils ont maintenu leurs frontières. Mais c'est quand même un scandale. Et donc, je pense que l'impact économique de la fermeture des frontières, ça pèse lourdement sur l'économie des deux pays, mais on dirait beaucoup plus sur le Bénin. Bien sûr. Luc Abaki évoquait tantôt la grande marche qu'il y a eu samedi à Cotonou, des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues pour crier « on a faim, on a faim ». Je n'aimerais pas parler de ce qui relève de la politique intérieure. Parce que il n'y a pas de la politique intérieure, ce sont des faits. Si les gens marchent à Cotonou contre le président pour dire qu'on a faim, c'est la politique intérieure. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais lié à des choix extérieurs aussi. Oui, voilà. Bien sûr, je sais. Voilà. Je sais que vous voulez en venir là, mais je n'aimerais pas m'étendre sur les effets de la politique intérieure. Maintenant, comme tu l'as dit, Patrice Talon, il est 1000 fois milliardaire. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas lui, ni sa femme, ni son enfant qui mourrait de faim. Mais les Béninois, ça compte très peu pour lui à partir du moment où c'est que les mandats qu'il vise, il n'a pas besoin des Béninois pour ça. Mais où est son problème dans cette affaire? Je voudrais souligner quelque chose pour dire que les pipelines là, celui-ci, même s'il fonctionnait, un deuxième, un troisième serait nécessaire. Pourquoi? Le pétrole qu'on extrait aujourd'hui à Difa, au Niger, est une goutte d'eau dans la mer du pétrole que le Niger possède.
Ils sont à 110 000 barils. Ils veulent aller à moyen terme à 200 000 et après à 500 000 barils par jour. Mais le vrai pétrole du Niger s'étend sur 1000 km de la frontière du Niger au lac Tchad. C'est là-bas qu'il y a le pétrole. C'est ça qui fait que la France voit rouge. Vous donnez la chair de poule. Ah oui, pour dire que tous les milliards de dollars qui seront générés là-bas ne viennent pas à la Banque de France. La France est prête à déclarer une guerre et elle a trouvé un bras armé local pour faire la guerre. Parce que ce qui se passe, c'est une déclaration de guerre. C'est ça, une déclaration de guerre. Au moins le gazoduc sous la mer Baltique, on n'a pas su celui qui a fait ça. Mais la fermeture du gazoduc et le duc ici, on sait qui a fait ça. C'est une déclaration de guerre. Donc la France, comme il a dit, la guerre qu'ils sont en train de perdre honteusement en Ukraine, ils essaient de voir comment la transférer en Afrique. Comme en Afrique, il y a toujours des idiots qui sont prêts à tuer leurs propres frères pour le plaisir du blanc. Ils se disent, si on vient en Afrique, ces idiots-là vont nous suivre et au moins nous allons remporter une victoire contre Poutine. C'est tout. Oui, je voudrais qu'on consacre, il nous reste quelques minutes, les dernières minutes là à un autre aspect du débat. C'est vrai que beaucoup nous reprochent de parler trop de la France dans cette émission, ce qui est, bon, peut-être vrai, peut-être faux. On peut parler si c'est pas de la France qui nous fatigue. Mais ce qui est sûr, la France est un élément de ce conflit, quoi qu'on dise. Oui. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas permettre aux deux pays de sortir de cette crise en jouant un jeu franc, en disant j'ai une base militaire ou je ne veux pas attaquer, ou bien il n'y a pas du tout de base militaire en montant patte blanche. Si pour opposer deux nègres, pour tirer profit, la France c'est son jeu. Et c'est normal. Parce que tant que nous jouons aux idiots, au point de faire le lit à la France, ben elle va l'exploiter. Pourquoi vous voulez que la France se dévoile elle-même alors qu'elle a des complicités bien abouties et qui joue son jeu d'ailleurs et qui camoufle son existence à elle sur le territoire africain? Il n'y a même pas de souci en la matière. Donc la France, pour autant qu'elle pourra utiliser, que ce soit le Bénin ou un autre pays, pour pouvoir tirer les oreilles aux dirigeants nigériens, elle le fera sans état d'âme. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intérêt. La France joue ses intérêts précisément en Afrique. Et je pense qu'il l'a dit. Aujourd'hui, on constate que l'économie française est en train, elle aussi, de dégringoler. Entre 2017 et 2023, le régime de Macron a endetté la France de 800 milliards de francs CFA, de francs français, s'il vous plaît. Non, et d'euros. Et il y a un des leaders politiques français qui a fait la répartition. Chaque citoyen français aujourd'hui, y compris des enfants, a une dette d'au moins 12 millions d'euros. Grâce justement à la gestion calamiteuse de Macron. Et dans un tel contexte, lorsqu'elle perd des parts importantes en Afrique, comme les pays du Sahel, et tout ce qu'il avait comme des nœuds qui lui permettaient de soutirer. Quand on parle de perte, souvent, je ne suis pas d'accord, mais parce que ça n'appartient pas à la France, les ressources africaines. Mais, écoutez, non, vous parlez de quoi? Il a parlé tout à l'heure des réserves, des réserves de change à la France, à la Banque de France, dont la France ne bénéficie plus. En ce qui concerne les pays. C'est peut-être un manque à gagner, mais pas une perte. Mais écoutez, l'uranium nigérien, aujourd'hui, la France a encore la même mise sur cet uranium. Je vous ai dit qu'on a commencé les délestages en France. Une fois ici, la nuit tard, on coupe l'électricité parce qu'on a commencé à économiser justement l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions, des situations où on n'a plus les mêmes marges qu'on avait sur nos territoires, où on puise les ressources comme il se doit. Dans tous les cas, je crois que les faits de l'histoire sont suffisamment clairs et nous montrent que la France n'aura jamais de sentiment, aussi bien la France que d'autres puissances, en tout cas occidentales, comme les États-Unis, n'auront jamais de sentiment en ce qui concerne les moyens qu'il faut utiliser pour pouvoir bénéficier et profiter de nos ressources ici, tant qu'ils auront des complicités, des traîtres dans nos territoires, sur nos territoires, sur lesquels ils vont compter pour pouvoir nous exploiter. Oui, excellent Sogoyou Kegewe. Oui. Les faits sont quand même graves. Quand vous prenez le temps d'analyser ce qui se passe, parce que des soldats français se seraient installés quelque part à Kandji ou ailleurs, les Nigériens ne peuvent pas profiter de leur pétrole, les Béninois ne peuvent pas engranger des dividendes. Nous en sommes à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas
une malédiction, ça. Non, ce n'est pas une malédiction. J'ai dit ici dans l'émission précédente qu'en Afrique et en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui font concours pour voir qui est le plus francophile. Pourvu que cela fasse plaisir à la France, les gens sont prêts. On peut être francophile sans ravager la terre. Oui, comme l'a dit l'autre, on peut être héros sans ravager la terre. Il y a toujours mais ici, il faut prouver qu'on aime la France et surtout qu'on adore Macron. Et c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. On l'adore. Il faut prouver qu'on l'adore. Les Nigériens peuvent souffrir, on s'en fout. Ils ont déjà souffert, on a fermé les frontières. Médicaments, nourriture, équipements, tout bloqué, brûlé, pourri en plein soleil. Bon, maintenant, c'est maintenant qu'on reconnaît que peut-être les Béninois aussi souffrent, mais personne ne veut le dire. Mais on s'en fout, c'est pour le plaisir de Macron. Hein? Être reçu à l'Élysée par Macron mérite le sacrifice de Nigériens et de Béninois par milliers. C'est pas un problème. C'est comme en Ukraine. Ils ont dit quoi? Jusqu'au dernier Ukrainien. Les gens qui sont prêts à tuer des Blancs Ukrainiens jusqu'au dernier, dis-moi quel état d'âme ils auraient à voir mourir des Béninois et des Nigériens. Et rien, absolument rien. Mais il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on voit ce qui se passe dans le monde. Jusqu'au dernier Ukrainien, et parole tenue, ils sont en train. Alors, jusqu'au dernier Béninois ou au dernier Nigérien à Paris, à Londres, à Washington, ça a failli boire un verre de plus dans les soirées mondaines pour rigoler et regarder comment ces nègres s'étripent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se faisaient entre eux et nous sommes allés les coloniser pour les civiliser. Ça veut dire que malgré notre civilisation, 100 ans après, ils en sont à ça, regardez-les. C'est ça qu'ils veulent. Oui, mais peut-être que son excellent, il est parfois dans les caricatures, mais la situation, elle est analysée de près. Tu appelles caricature, c'est ce que je dis. Non, je dis parfois. Non, écoutez, mais Matteo Salvini, l'Italien qui disait la dernière fois que le président français doit être soigné. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez comment il est partout, il est agité, il parle sur le dossier ukrainien. Vous voyez, c'est lui qui déclare tout, et quand bien même presque tous ses camarades, ses collègues présidents de l'OTAN s'opposent à tout ce qu'il dit, il joue à l'éclairer. Et c'est lui qui fait du coq à l'âne à tout moment. Vous voyez, aujourd'hui, il est dit que pour l'année 2024-2025, l'économie nigérienne connaîtra la plus grande croissance de l'Afrique. Retenez ça. Et grâce à quoi? Grâce justement aux réformes, mais surtout à l'exploitation du pétrole qui a commencé. Comment vous voulez que... Et ensuite des réformes sur l'uranium, ça va suivre forcément. Mais bien sûr, comment vous voulez que ceux-là qui ont toujours tiré profit de la pauvreté en Afrique et de la déstabilisation, de l'instabilité de nos pays, puissent rester tranquilles, sans agir? Puisque justement, dès l'instant où nos pays commencent à se structurer, à avoir des économies saines, à avoir de la croissance économique, c'est qu'ils affirment leur souveraineté, ils assument leur identité et ils deviennent des États à part entière qui ont la voix qui va porter au plan international et qui seraient capables justement de négocier les prix de leurs matières premières. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est les acheteurs qui fixent les prix de nos produits en Afrique. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ce sont les Américains ou les Français qui fixent les prix du pétrole que la Russie leur vend? Non. Donc, c'est pour dire que dès lors où nos pays vont commencer à s'éclore et à grandir, à avoir des positions d'États souverains qui peuvent donc assumer leur identité, coordonner leur économie, etc., mais ils vont fixer leur prix et vous allez voir que la métamorphose va être d'un seul trait. Et je peux vous dire que ces puissances occidentales sont prêtes à jouer toute leur énergie possible pour empêcher justement cette perspective-là de se réaliser. On revient à la discussion, parce que là, une pause s'impose, Excellence. Oui, des impératifs commerciaux. Tu m'empêches de faire mes caricatures. Vous aurez largement le temps de les faire. Dans la seconde partie, c'est dans une dizaine de minutes. À tout de suite.